Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Le souffle de l'esprit. Je m'appelle Manoa, j'ai 23 ans et je vis à Pont-d'Imier, un petit village sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Je suis encore jeune et j'adore m'amuser avec mes amis. Mais aujourd'hui, une étrange rumeur a attisé ma curiosité. On raconte qu'une vieille maison abandonnée, perchée sur une colline surplombant le village, est hantée par l'esprit d'une femme décédée dans des circonstances tragiques. Piqué par l'envie de frissonner, j'ai décidé de me rendre sur place pour percer le mystère de cette légende. Le soleil commençait à se coucher lorsque j'ai atteint le pied de la colline. La végétation était dense et épineuse, le chemin escarpé et rocailleux. Chaque pas était un défi, chaque montée un combat contre la chaleur et l'épuisement. Mais la perspective de découvrir la maison et de vivre une aventure hors du commun me poussait à continuer. J'avançais, l'esprit bouillonnant d'images fantastiques. Enfin, après une heure d'ascension exténuante, j'ai atteint le sommet de la colline. La maison se dressait devant moi, sombre et menaçante. Ses murs de bois étaient rongés par les termites, son toit de chaume percé de trous béants. Le silence régnait autour de moi, brisé seulement par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. J'ai senti une vague de froid me parcourir le corps. Un frisson de peur m'a fait frissonner. J'ai hésité un instant, le doute m'envahissant. Mais ma curiosité l'a emporté sur ma peur. J'ai poussé la porte de la maison et je suis entré à l'intérieur. L'obscurité était presque totale. Un rayon de lumière perçait à travers le toit, éclairant une pièce vide et poussiéreuse. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres, des meubles délabrés gisaient dans un coin. Brusquement, j'ai entendu un bruit, comme un souffle dans le vent. Je me suis arrêté un instant, essayant de savoir d'où cela provenait. Une silhouette est apparue dans l'ombre. Une femme vêtue d'une robe blanche, ses cheveux blonds encadrant un visage pâle et inexpressif. Ses yeux étaient vides, reflétant l'absence de vie et de désir. J'ai crié de terreur et j'ai couru vers la sortie. La femme m'a poursuivi, ses pas silencieux dans la poussière. J'ai dévalé la colline, trébuchant sur les pierres et m'égratignant tout le corps. J'ai couru jusqu'au village, sans m'arrêter, sans regarder derrière moi. Je suis resté chez moi pendant plusieurs jours, enfermé dans ma chambre, hanté par le souvenir de la femme blanche. Le scarabée d'or. Je m'appelle Leïla, j'ai 35 ans et je suis conservatrice dans un musée du Caire en Égypte. J'adore mon métier, faire découvrir aux gens l'histoire et les secrets de ce pays fascinant. Pourtant, aujourd'hui j'ai accepté une mission qui me sort de ma zone de confort. Explorer un tombeau récemment découvert dans la vallée des rois. C'est le professeur Ben Sanoun, un éminent archéologue que je connais depuis longtemps, qui m'a contacté. Il cherchait une personne expérimentée et discrète pour l'accompagner, lui et son équipe, dans ce tombeau encore vierge de toute intervention humaine. J'ai hésité. L'exploration de tombeaux est illégale et dangereuse, et une part de moi me criait de refuser. Mais il m'a parlé de la découverte, un sarcophage intact, scellé depuis des millénaires, et la possibilité de mettre au jour des secrets enfouis depuis l'Antiquité. La passion de l'exploratrice et la curiosité historique l'ont emporté sur la prudence. J'ai accepté. Nous sommes descendus dans la profondeur de la terre par un étroit passage creusé dans la roche. L'air était lourd et humide, l'obscurité totale. Nous n'avions que nos lampes frontales pour éclairer le chemin. Le silence n'était rompu que par le son de nos pas et le halètement de notre respiration. Après plusieurs minutes d'une descente angoissante, nous sommes arrivés dans la chambre funéraire. L'air y était encore plus oppressant.
chargé d'une odeur de poussière et de temps. Au centre de la pièce, un sarcophage en granit noir trônait, ses hiéroglyphes sculptés scintillant sous la lumière de nos lampes. Le professeur Bensanou et son équipe étaient en effervescence. Ils prenaient des photos, des notes, analysant chaque détail du sarcophage. Moi, je restais en retrait, observatrice silencieuse. Un malaise grandissant en moi, un sentiment étrange et lourd. Mon regard s'est posé sur un scarabée d'or incrusté sur le sarcophage. Il brillait d'une façon inhabituelle, comme s'il dégageait une énergie maléfique. J'ai ressenti une vive envie de le toucher, de le prendre, mais je me suis retenu. Une voix intérieure me disait de ne pas le faire. Soudain, le sol s'est mis à trembler. Des pierres se sont détachées du plafond, menaçant de nous ensevelir sous une avalanche de débris. Nous avons crié de panique et nous nous sommes précipités vers la sortie. Mais la terre a tremblé de nouveau, plus violemment cette fois. Un énorme bloc de pierre a bloqué le passage, nous piégeant dans la chambre funéraire. Nous étions condamnés, prisonniers de l'obscurité et du silence. Le professeur, d'habitude calme et posé, était en proie à la panique. Nous étions à court d'air, nos lampes commençaient à faiblir. J'ai pensé au scarabée d'or, à son étrange énergie. Une force irrésistible m'a poussé vers lui. Je l'ai touché, et une chaleur intense a parcouru mon corps. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu appuyer dessus. Là, nous avons entendu un mécanisme s'enclencher. Le sol a tremblé à nouveau, et un passage s'est ouvert dans le mur, nous offrant une voie de sortie. Nous sommes sortis en courant, laissant derrière nous le tombeau et son secret. Nous avons pu regagner la surface, sains et saufs. Maintenant, je le sais, il ne faut jamais profaner les tombes des défunts. La cérémonie macabre. Je m'appelle José, j'ai 42 ans et je vis à Mexico. La vie ici est vibrante, colorée, rythmée par les traditions et les festivités. Aujourd'hui, un vieil ami, Don Miguel, m'a convié à une cérémonie ancestrale dans la jungle du Chiapas. Une cérémonie dite magique et sacrée, réservée à quelques initiés. Piqué par l'envie de vivre une expérience hors du commun, j'ai décidé de me lancer. Le voyage en lui-même était une aventure. Des heures à être ballotté dans le bus, des sentiers escarpés à travers la végétation luxuriante, des villages isolés où le temps semblait s'être arrêté. Enfin, nous sommes arrivés au campement, niché au bord d'une rivière tumultueuse. Une ambiance étrange flottait dans l'air, un mélange d'excitation et de crainte. Les participants, une vingtaine de personnes en tout, étaient vêtus de longues tuniques blanches et avaient le visage peint de motifs mystérieux. Don Miguel, le maître de cérémonie, a commencé les préparatifs. Il a allumé un grand feu au centre du campement qui a disposé autour de lui des offrandes, fruits, fleurs, encens et un étrange animal que je n'avais jamais vu auparavant. Le soleil se couchait, la nuit tombait, et les chants rituels commençaient à résonner dans la jungle. Une atmosphère de transe s'emparait du groupe. Les visages se transformaient, les regards devenaient hagards. L'animal a été sacrifié, son sang répandu sur le sol et sur les participants. Don Miguel a ensuite prononcé des incantations en langue maya, invoquant des esprits ancestraux et des forces obscures. J'étais terrifié, fasciné et horrifié à la fois. Je voulais m'enfuir, mais la montée d'adrénaline que je ressentais me poussait à rester. Brusquement, le ciel s'est illuminé d'une lumière aveuglante. Un rugissement assourdissant a retenti dans la jungle, et une silhouette immense est apparue dans la fumée. C'était une créature humanoïde, à la peau écailleuse et aux yeux rouges flamboyants. Elle semblait observer le groupe avec une cruauté indicible. J'ai compris que j'avais été témoin d'un rituel diabolique, une cérémonie vouée à des forces malveillantes. J'ai perdu connaissance, et quand je me suis réveillé, le campement était vide. Je suis rentré à Mexico, traumatisé par les images que je garde en mémoire de cette créature terrifiante.
L'ombre dans le brouillard. Je m'appelle Émilie. J'ai 38 ans et je vis seule dans une petite maison à Londres. Ma vie est simple. Travail, transport en commun et solitude. Mais depuis quelques jours, une étrange sensation me hante. J'ai l'impression d'être suivi. Un regard furtif dans la rue. Une silhouette qui se dissimule dans l'ombre. Un souffle dans mon dos. Au début, je me suis simplement dit que j'étais parano, que le stress du travail me jouait des tours. Mais les incidents se sont multipliés, devenant de plus en plus précis et effrayants. J'ai commencé à prendre des précautions. Je changeais mes itinéraires, rentrais plus tard le soir, demandais à des amis de me raccompagner. Mais la peur était toujours là, sourde et lancinante. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai aperçu une silhouette dans le brouillard. Un homme grand, vêtu de noir, me fixait avec des yeux froids et perçants. J'ai hurlé de terreur et je me suis enfui à toutes jambes. Le lendemain, j'ai décidé de porter plainte. La police a écouté avec attention, mais sans grande conviction. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire contre une personne qui n'a commis aucun délit. J'avais l'impression que le monde entier se refermait sur moi, que je n'avais aucune échappatoire. Un soir, alors que j'étais seul chez moi, j'ai entendu un bruit dans le jardin. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti pour voir. L'homme était là, immobile dans la nuit, son visage blafard éclairé par la lune. J'ai compris alors que je ne pourrais jamais fuir, que je devais affronter ma peur. « Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous » ai-je crié. Il n'a rien répondu. Il a juste souri, un sourire cruel et glaçant. « Je vais appeler la police » ai-je rajouté en reculant pour rentrer chez moi et verrouiller la porte. J'avais à peine fait 2 pas qu'il lança d'une voix glaçante. « Je ne t'en laisserai pas le temps. » En une fraction de seconde, il s'est mis à courir vers moi à une vitesse folle. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi et de verrouiller la porte, qu'il était déjà là, à tambouriner comme un forcené pour pouvoir entrer. J'ai foncé en direction du salon, afin de récupérer mon téléphone sur la table basse. Mais je n'ai pas eu la possibilité de l'atteindre qu'il venait d'enfoncer ma porte et de pénétrer chez moi. Il a traversé la cuisine et m'est tombé dessus avant que je puisse déverrouiller mon téléphone et appeler la police. Il me plaqua au sol et je vis son visage, dont l'expression restera gravée dans ma mémoire. Son sourire était terrifiant, un mélange de triomphe, de désir et de haine. Son regard, quant à lui, m'a transpercé. Je ressentais le mal qu'il voulait me faire à travers ses yeux. Je pensais qu'à une chose, attraper mon sac à main. J'ai un petit couteau caché à l'intérieur pour me défendre. J'ai essayé de le pousser, de le griffer. Je me débattais autant que possible, malgré son poids qui bloquait mon corps. Je suis parvenu à le faire basculer sur le côté et à me défaire du poids de son corps. Je me suis redressé, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai pris mon couteau. Au même moment, il se jeta à nouveau sur moi, sans voir ce que j'avais saisi. Mon couteau se planta dans son ventre, faisant couler son sang sur ma main. Il est tombé, j'ai mis sans douleur, mais encore en vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu les sirènes et j'ai vu les gyrophares par la fenêtre. La police a pris ma déposition et ont fait venir une ambulance pour l'homme, ainsi que pour moi. Les ambulanciers m'ont examiné et ensuite m'ont laissé reprendre mes esprits. Je suis restée là, stupéfaite, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La peur s'est dissipée, laissant place à un sentiment de vide et d'incompréhension. Mais au moins, je suis encore en vie. Le silence de la forêt. Je m'appelle Elijah, j'ai 45 ans et je vis avec ma femme Sarah dans une petite ville du Mississippi. Nous avons une vie plutôt simple et tranquille, mais aujourd'hui, une terrible nouvelle a bouleversé notre tranquillité. Notre ami d'enfance, Ethan, a disparu sans laisser de traces. Parti en randonnée dans la forêt il y a 2 jours, il n'est jamais revenu. La police a été alertée, des recherches ont été organisées, mais en vain. L'angoisse monte en moi à mesure que les heures passent. Ethan était un homme prudent, expérimenté. Il connaissait la forêt comme sa poche. Qu'a-t-il pu lui arriver ? Sarah est inconsolable. Elle pleure sans cesse
refuse de se nourrir et se perd dans des souvenirs d'enfance. Je suis là pour elle, mais je suis tout aussi inquiet et terrifié. Le lendemain, je décide de partir en forêt pour tenter de retrouver Ethan. Je connais chaque sentier, chaque recoin de cet endroit depuis mon enfance. Je suis persuadé de pouvoir trouver quelque chose. Après des heures de recherche, je tombe sur un indice, une branche cassée, des traces de pas dans la boue. Je suis la piste, poussé par l'angoisse de ce que je vais trouver. La piste me mène à une clairière isolée. Au centre, une cabane en bois délabrée, à moitié cachée par la végétation. Je m'approche prudemment, une vague de peur me submergeant. La porte est entr'ouverte. Je la pousse et découvre l'intérieur de la cabane. C'est un chaos indescriptible. Meubles brisés, objets éparpillés, et au fond, une silhouette gisant sur le sol. Je m'approche de la silhouette, le cœur serré. C'est Ethan. Son visage est figé dans une expression de peur, de terreur. Ses yeux sont hagards. Il est sans vie. Je tombe à genoux, brisé par la douleur et l'horreur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qui a pu faire ça, mon ami? Le mystère de la disparition d'Ethan n'a jamais été résolu. La police a classé l'affaire faute de preuves. Mais pour moi, la vérité est claire. Quelqu'un s'en est pris à Ethan. Je n'ai jamais pu retourner dans cette forêt. Le souvenir de cette journée est gravé dans ma mémoire, une plaie béante qui ne se refermera jamais. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.